Bienvenue dans cette deuxième partie du coup du bilan de l'année 2021 de moi-même en fait. Je me rends compte que j'ai oublié un truc en fait dans la première partie, j'avais fait quelques mentions spéciales, on va les faire le plus rapidement possible. Je n'ai pas parlé du Final Right in Cold Blood, un groupe de New York, c'est un truc en mode tough guy à la Simulacra. Je n'ai pas parlé de A Knife in the Dark, du coup qui est un truc de Metallica Core en mode Foundation, et j'y ai repensé après coup, ça fait quand même vachement penser à End, le groupe avec le mec de Counterparts. J'ai pas parlé du Lifelike, qui est un groupe de à la Outspoken, un peu New Age Records, etc., qui est un groupe de Prague. Je n'ai pas parlé non plus du Sweet Soul, So Far No Further, qui est un truc de hard rock californien. Voilà, j'ai pas parlé de tous ces projets-là et toutes ces sorties-là, mais en fait, c'était parce que j'avais par manque de temps, en fait. Pour pas perdre trop de temps, voilà, on va faire le plus rapidement possible. Donc voilà pour les mentions spéciales. Maintenant, pour ce que je voulais vous parler dans cette deuxième partie, on va parler de tout ce qui n'est pas du hardcore, parce que j'écoute quand même autre chose que du hardcore, ça m'arrive. Et surtout, dans cette première partie, j'écoute surtout du métal quand j'écoute pas de hardcore. Donc du coup, j'ai noté voilà, quelques trucs de métal. Je vais vous présenter voilà, trois trucs. Alors les trois sont des albums, pour le coup, là, les trois sont des LP. Donc les trois sont des sorties longues. On va passer au premier. Deadly ass verses, we dropping this shit for you hoes. The villain is now in the bed, up at niggas showing how you finna flow. The villain is chillin', I'm killing you niggas was fighting, I'm taking your life and I'm leaving you dead on the side of my block. I had no choice, shooting niggas. Premier album de métal dont je voulais vous parler. Et c'était une sortie que j'ai beaucoup écoutée quand elle est sortie surtout. C'est le Frozen Soul, Crypt of Ice, le nom du LP. Alors qu'est-ce que c'est que Frozen Soul ? C'est un groupe de death metal dans cette espèce de vibe à la Maggot Stomp, pour ceux qui suivent un peu, genre hyper old school, mais bien produit, machin, avec un packaging bien old school, alors que le groupe est quand même assez moderne. La différence de Frozen Soul, je dirais, c'est que des autres, enfin en tout cas au moment où ils ont sorti leur démo, je dirais c'est que ça sonne un petit peu plus comme Bolt Thrower, il y a un petit peu plus de groove, un petit peu plus de bourrinage quoi, et surtout ça c'est un groupe qui a été monté par des hardcore kids, hein, ça s'entend à 10 000 km, et du coup il y a cette efficacité du hardcore qui s'est immiscée dans le projet, et qui du coup rend le truc vachement cool. Ils avaient sorti des singles, ils ont eu une campagne de com autour du truc un peu chelou, ils avaient sorti des singles avec des clips hyper bien foutus, je crois, avant même la sortie de l'album. Ce qui, moi, alors les groupes qui sortent des singles avant de sortir l'album, je comprends la démarche, mais moi, je vais jamais écouter le truc du coup, parce que enfin, j'attends que l'album sorte en fait pour pas me spoiler, quoi, tout simplement. Je pense que c'est ça en fait qui me dérange. Et du coup, j'avais pas trop écouté. La plupart des morceaux de la démo sont sur l'album, si ce n'est tous. Je vous conseille d'aller voir des concerts en live de Frozen Soul, parce que c'est assez drôle. Il y a du gros KDS, les mecs sont vraiment en concert de hardcore, ils en ont rien à foutre. Il y a le chat qui joue là avec je sais pas quoi. Bon, si ça devient trop bruyant, je le mettrai sur ma tête. Du coup, ouais, le Frozen Soul, donc c'est signé chez Century Media, et je pensais que c'était pour l'album que ça avait été signé chez Century Media. J'ai l'impression que c'est depuis plus longtemps que ça. Donc est-ce que la démo, ce serait bizarre, c'est sorti, enfin, non, c'est pas, enfin, ça me semble bizarre, mais bon, à revérifier. Mais du coup, voilà pour Frozen Soul, gros projet de death bien sale. Alors, ensuite, j'ai décidé de vous parler d'un truc. Alors là, les deux d'après. Le death metal, ça va. Je sais à peu près en parler. Les deux qui suivent, par contre, après, ça sort complètement de mon. C'est pour ça que je pense qu'ils sont là, c'est parce que j'ai été étonné en fait. Parce qu'ils sortent complètement de ce que j'écoute d'habitude. Là, pour le coup, c'est même les gens qui me connaissent, je pense qu'ils vont pas comprendre. C'est deux trucs dans le black metal. Voilà, je le dis tout de suite. Enfin, il y en a un qui est
plus à côté du black metal, mais il y en a un qui est vraiment dans le black metal pour le coup. Mais du coup, c'est quand même dans cette vibe-là du metal, ce qui est un peu étonnant parce que moi, j'écoute pas ça du tout de base. Donc si je dis des conneries, faudra me reprendre dans les commentaires parce que c'est possible. Du coup, le premier, comme je l'ai dit, c'est du black metal. Et c'est le projet qui s'appelle Gabestock. Alors, le nom de l'album, c'est En Gang Raden, Altid Raden. Voilà. Donc c'est du danois en fait parce que le groupe est danois et du coup donc c'est des potes qui écoutent du black metal et tout machin qui m'ont montré ce truc là. Comment présenter Gabestock sans rien connaître. Moi j'ai trouvé, alors c'est peut-être un truc hyper lunaire et tout, mais j'ai trouvé, enfin certains morceaux me fait penser à, je sais pas si vous vous rappelez de Gvelertak, qui était un groupe, je crois que c'était scandinave aussi, et qui était plus ou moins de metal punk hardcore en fait, et qui avait cette voix un peu black machin. Et ben là c'est un peu le même cas, mais c'est plus ghetto. Je pourrais pas rapprocher ça d'un truc que je connais parce que j'y connais rien. Mais on est sur ce genre de musique-là, un peu punk, mais en même temps vachement black metal. Mais il y a une attitude punk, il y a un truc punk. Et de ce que j'ai compris dans la scène danoise, en fait, la particularité, c'est qu'en fait, le black metal, ou en tout cas cette scène-là de black metal, elle est vachement issue de la culture squat et du coup punk. Donc du coup, ça s'immisce aussi dans la musique d'une certaine façon. C'est un truc avec des claviers et tout, souvent. C'est vraiment à l'opposé de ce que j'écoute d'habitude, mais je pense que c'est pour ça que ça m'a parlé. Toute cette scène-là me fait penser à un groupe qui s'appelle Cape of Bat, qui, en fait, si vous suivez un peu les trucs de Holy Terror et tout, ils ont sorti un split, je crois que c'est avec Pulling Teeth ou avec Integrity tout simplement, mais je sais plus lequel c'est. Et en gros, moi tous ces groupes-là me font penser à ça en fait, à Cape of Bats, que j'ai découvert grâce au split, donc j'aurais jamais écouté ça je pense de ma vie. Mais du coup voilà, donc Gabestock, je vais pas redire le nom de l'album, mais franchement hyper cool. Puis ça me sort de ma zone de confort entre guillemets, pas autant que celui d'après. Dernier album de metal dont je voulais vous parler, et pour moi c'est l'album metal de l'année. Il s'agit de l'album Diabolic Thirst by Spectral Wound, qui est un groupe de black metal canadien. Je connaissais pas du tout Spectral Wound, apparemment de ce que j'ai compris c'était un truc qui marchait vachement avant, il y avait un album qui était sorti en 2018 je crois, un truc comme ça. Effectivement je voyais la pochette passer un peu quand j'étais dans les trucs métal et tout, je la voyais un peu passer. J'avais jamais trop prêté l'oreille. Là j'ai écouté pour la première fois le groupe avec cet album là, j'ai trouvé ça incroyable en fait, c'est juste, enfin, ça a beau être un bilan de hardcore, je pense que cette sortie-là, ça m'a tellement étonné ça m'a surpris en fait d'aimer autant un truc de black metal que je l'ai propulsé directement dans le bilan et je pense que ça se hisse vraiment aux côtés des trucs de hardcore que j'ai le plus écouté. Du coup, c'est un black metal hyper épique. Pensez à un truc de base, alors j'ai vu des gens comparer ça à Sargeist, moi je connais pas assez pour vous dire si ça ressemble ou non, j'en sais rien du tout. Moi je connais que One Life Crew, voilà. Ça a l'air assez genre basique dans les fondements, même les pochettes, enfin elle est forcément là la pochette, ça fait vachement penser à Transylvanian Hunger, pas dans l'aspect mais dans la mise en la composition quoi, enfin l'image quoi. Je saurais pas le décrire vraiment en fait, pour ça que l'extrait, concentrez-vous quoi, parce que ça risque de fuser. À savoir que pour ce genre de musique là, on est tellement à l'opposé de ce que je vais écouter d'habitude quoi, qu'en fait je pense que si ça m'a parlé, et c'est pour ça que j'en parle aussi là, c'est que il y a moyen que ça vous parle quoi. Enfin, c'est moi qui suis pas du tout fan de ça. Enfin, j'ai eu la période black metal machin ou metal extrême quand j'étais plus jeune quoi, mais pas plus que ça a pas duré et surtout maintenant quoi, j'en écoute plus du tout etc. Et que ça me parle autant, c'est assez étonnant. Donc du coup je vais vous mettre un extrait. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi et que du coup vous iriez écouter ça quoi.
Maintenant qu'on a fini de parler de métal, petit aparté, pareil, de toute façon les deux là c'est du bonus, sur tout ce qui est non métal et non hardcore, quoi. En tout cas on est assez éloigné, je considère qu'on est assez éloigné pour pouvoir en parler là-dedans. Je vais en parler de façon assez succincte parce que si j'en parle trop longtemps je vais dire des conneries comme avant pour le métal. Pour commencer, je voulais vous parler de l'album de Cuir, qui s'appelle sobrement intitulé L'Album. Alors, qu'est-ce que c'est que Cuir ? En gros, c'est le projet de Doug, qui est breton, voilà, comme moi, qui est de Lorient, en fait. Donc, c'est de là d'où je viens, comme quoi on tombe pas sur les trucs comme ça par hasard. Et en fait, qui est du coup musicien dans des projets comme Sordid Sheep, ou qui chante... alors, je sais plus ce qu'il fait dans Sordid Sheep. Il me semble qu'il chante aussi, et dans Coupe-Gorge. Voilà, pour ceux qui connaissent Coupe-Gorge, énorme groupe de Negative Approach worship à la bretonne, quoi. Cuir, c'est son projet solo. C'est un projet solo de Oi synth-punk, on va dire ça comme ça. Donc beaucoup de claviers. En tout cas, la plupart des instruments sont synthétiques. C'est vraiment ce truc de synth-punk, comme vous pouvez l'imaginer, quoi. Et en fait, je trouve ça bien d'en parler, parce que déjà, ça me permet de mettre un peu en lumière cette scène-là, qui, mine de rien, avec Brest, avec Syndrome 81 et ce genre de trucs-là, arrive à être quand même super connu. Mais du coup, voilà, il y a tous ces projets-là, un peu à côté, la Cuir, etc., qui sont quand même pas mis de côté non plus, faut pas abuser, mais qui, genre, ça a quand même beaucoup, ça a bien marché, quoi, Cuir. Enfin, faut quand même se rendre compte que, voilà, cette scène-là, elle a cette tête-là maintenant, donc c'est cool de se mettre au courant, de se mettre à jour. Alors, les paroles, du coup, c'est marrant parce que le groupe s'appelle Cuir. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis vegan, et que les paroles, ça parle totalement de défonce, de chimie. Voilà, ça parle de chimie, on va dire. Donc du coup, c'est pas du tout ce que je suis, quoi, en fait. Les paroles, mine de rien, ça reste du lifestyle, quoi. Ça reste de quelqu'un qui raconte ce qu'il vit, en fait, qui raconte sa vie. Peu importe le sujet, en fait, qu'on soit straight edge ou non, ou quoi. Enfin, on peut y trouver quelque chose, quoi, j'estime. Et moi, j'y ai trouvé quelque chose, donc très bien. On va faire un petit crochet dans un style différent, parce qu'en fait j'ai deux sorties qui sont dans le même style, et du coup on va en parler l'un après l'autre. Tout simplement, il s'agit de rap, voilà, de hip-hop musique. Alors, le premier projet, c'est un projet collaboratif entre Armand Hammer et The Alchemist, qui est du coup un DJ, The Alchemist. Le nom du projet, c'est Aram. Qui sont Armand Hammer ? Alors, c'est un groupe de rap qui est un peu ancien maintenant, déjà quand même, qui consiste dans les personnalités de Elucid et Billy Woods. J'ai tous les trucs sous les yeux, parce que je connaissais pas avant, en fait. Qui est un groupe du coup qui vient de New York, et qui est dans un délire hyper anticapitaliste. En fait, le nom du groupe, Armand Hammer, c'est le nom d'un capitaliste, d'un chef industriel de je sais pas quelle entreprise à la con, tu vois. Et en fait, en gros, ils ont repris ce truc-là pour le détourner, quoi. Pourquoi ça m'a parlé ? Alors, avant d'écouter du hardcore et du metal, j'écoutais du hip-hop, en fait. J'écoutais vraiment que ça. Et qu'en fait, quand j'écoutais des trucs américains, c'était des trucs un peu dans ce style-là. Alors, je connaissais pas encore à l'époque Def Jux ou des trucs comme ça, mais j'écoutais des trucs à la Odd Future, etc., qui s'inspirent de Def Jux et ce genre de choses, en tout cas quelques artistes. Et du coup, ça me plaisait bien, j'en écoutais beaucoup, j'étais très fan de Tyler, the Creator. Et du coup, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Armand Hammer, en fait. C'est que sur l'album Aram, là, il y a Earl Sweatshirt en featuring, en fait. Donc j'ai écouté le morceau, je l'ai trouvé cool, sans plus, mais cool. Et du coup j'ai écouté l'album après, parce que voilà, et ça m'a j'ai totalement kiffé. C'est vraiment ce truc à la new-yorkaise, à la Definitive Jux, comme je l'ai dit, hyper old school, raw, vachement underground quand même dans le délire et dans le son. En tout cas, voilà, si vous aimez comme moi Odd Future, etc., vous êtes un peu nostalgique de cette période là, ça fait quand même un moment que c'est fini, allez écouter. Si vous aimez Tyler, the Creator, allez écouter, parce que ça ressemble quand même un peu, et surtout voilà, prod old school, boom bap. The Alchemist, il fait le taf de ouf, les prods, elles sont ultra, le délire est ultra claustrophobe et tout. J'ai bien kiffé, voilà, du rap pour commencer.
got caught with the pork, but you gotta kill the cop in your thoughts. Still saying pause. Negroes say they hate the cops, but the minute something off, they wanna use force. I just work here, I'm not the boss. I never bought in, so when it go left, it's no loss, no loss. When they look back in history, make sure I'm absolved. Don't try to rewrite the past, it's oral history where I'm involved. La suite, encore du rap, mais ce coup-ci français. Et là, je fais un big shout-out à mon frère siamois Nemo, qui m'a montré ce truc-là à l'époque, sans qui j'aurais peut-être mis du temps avant. Je pense que j'aurais fini, parce que ça a quand même bien buzzé, donc je pense que j'aurais fini par tomber dessus, mais je serais fini par tomber dessus. Mais du coup, c'est tout simplement Benjamin Epps et le chroniqueur Sale sur Fantôme avec chauffeur. Voilà, donc je pense que vous êtes une bonne partie à avoir écouté pour le coup. Comment définir Benjamin Epps ? En gros, c'est un mec, si j'ai bien compris le délire, qui worship Biggie de ouf, qui a un délire ego trip poussé au max et qui fait des prod boom bap à la Griselda et ce genre de trucs qui sont en train de revenir, en gros, si j'ai bien compris, c'est ce qui se passe dans le rap FR actuellement. Enfin, j'y suis un peu éloigné, donc je vous avoue que voilà. Franchement, énorme album, enfin un truc de fou. Enfin, je l'avais écouté la première fois en me disant putain, c'est vraiment bien. Et en fait, je l'ai réécouté, même en soirée et tout, il passait, ou des morceaux passaient, etc. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas juste bien, en fait, c'est énorme, en fait. C'est un truc de dingue. Le mec est juste trop chaud. Son délire, il s'est tellement poussé à bout, en fait, dans le délire. Ego trip, machin, ultra référencé et tout, dans des trucs ultra obscurs que tu connais pas. Et c'est vachement entraînant dans le délire. En fait, tu te fais avoir par le truc presque. Tu te fais complètement avoir par le truc. J'ai noté que c'était dommage et non dommage que. Enfin, c'est le morceau qui est hyper connu de Benjamin Epps, c'est son feat avec Dinos en fait. Je me suis dit, mais putain, ce morceau-là aurait été sur l'EP, ça aurait été. Laisse tomber. Et du coup, voilà, donc je vous conseille d'aller écouter pour ceux qui connaîtraient pas encore. Le chroniqueur Sale, il régale. Je savais pas qu'il faisait des prods en fait. Je connaissais sa chaîne un peu. Je regardais à l'époque. J'ai cru comprendre que depuis, il s'était mis à faire des lives, etc. En fait, j'avais complètement lâché l'affaire du délire du type. Mais franchement, il fait le taf de ouf et les prods, elles sont cool. Benjamin Epps, c'est quand même un univers qui est difficile à appréhender, je pense. Et en tant que producteur, il a su bien sublimer ce qu'il fait, quoi. Il se complète bien et je trouvais ça lourd. Voilà pour Fantôme avec chauffeur. Le meurtre est excellent, donc les victimes ont de l'admiration. Argent et agonie, chaos et harmonie, c'est la guerre. Pris par le fusil, mais mets pas le nez dehors. Je suis bien l'animal le plus dangereux. Fuck les négros. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, je veux les lingots. Ta bitch fait un week-end à Saint-Domingo. Les fans impatients me demandent tu viens d'où. Fuck tes questions, j'ai de la famille chez les hindous. Ça roule genre Likini, balèze comme Yekini. Marine dans un burkini, Diams dans un bikini. Nous allons retourner sur des claviers, encore des claviers. Ce qui est pour moi l'un des albums de l'année. C'est tout simplement, il n'y a pas de surprise, c'était quasiment sûr que j'allais en parler. C'est tout simplement le Glitterer. Voilà, le Glitterer, Life is not a lesson. En gros, Glitterer, c'est quoi ? C'est le projet solo de Ned Russin qu'il a monté après avoir dissous totalement Title Fight. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est acheté un Korg et en fait, il était tout seul en vacances, je crois, dans je sais pas quelle ville américaine. Et en gros, il s'est mis à faire de la zik comme ça. Il s'est mis à faire un truc un peu synth pop et tout machin dans sa chambre. En fait, finalement, ça a bien pris. Il a sorti une démo, puis il y a un EP, puis un album et puis un deuxième album. Voilà, donc là on y est. Et du coup, là on est au deuxième album. Alors, qu'est-ce qui change ? Alors moi, l'album d'avant, c'est un album qui m'avait énormément accompagné quand il est sorti et même longtemps après. L'album d'avant, c'est un de mes albums préférés là, franchement au moins 5 dernières années. Et je le trouve énorme. Il est toujours aussi efficace que quand il faisait Title Fight. Alors de là à savoir qui s'occupait de quoi dans Title Fight, est-ce que lui s'occupait de tout et du coup il est représentatif du groupe et tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il que dans Glitterer, ça fait le taf de ouf. Comment présenter musicalement maintenant ? C'était comme je l'ai dit un clavier. C'est un truc de pop, c'est de la pop en fait, très très synthétique avec du chant. C'est des musiques courtes, c'est de la chanson minute en fait. Ça cherche dans l'efficacité à mort, des trucs ultra efficaces, des petits riffs de piano, de trucs ultra efficaces. Et quand l'efficacité est recherchée, en fait, ça se coupe, quoi. C'est presque ça, en fait. Et du coup, c'est, mine de rien, assez clivant, je pense, comme façon de faire, mais c'est aussi ce qui fait que tu rentres dans le truc parce que tu commences à secouer la tête, machin. Puis quand le riff devient chiant, il le coupe, donc du coup, il y a ça. En fait, l'album est pas indigeste, quoi. Et du coup, à la base, il y avait, il me semble, une basse, son clavier et lui au chant, plus une batterie électronique, quoi. Et très rarement de vrais instruments. Là, il y a une guitare qui est réelle et il y a une batterie qui est au moins en live. Tout ça, c'est à revérifier. Comme d'hab, je vérifie rien, donc c'est la base ici. Ces petits ajouts d'instruments analogiques, finalement,
ça, je trouve, rajoute un côté grunge à l'album que l'album précédent n'avait pas vraiment en fait. Et du coup, ça, ouais, il y a un truc un peu grungy comme ça qui se dégage, qui est vachement cool. Non pas que le truc repart en Title Fight like, mais il y a un peu des vibes similaires que je retrouve entre Glitterer et Title Fight, ne serait-ce que parce que le mec est le même, que la voix est la même, etc. Donc je sais pas si je conseillerais à quelqu'un qui aime Title Fight d'écouter Glitterer spécialement. Je pense que je conseillerais quelqu'un qui aime bien Title Fight pour la curiosité de savoir ce que a fait le Boog après, mais surtout de se dire qu'en fait c'est un projet qui est hyper simple, qui est hyper simpliste, qui genre va pas chercher très très loin dans la complication. Ça fait le taf quoi, ça fait le taf et c'est hyper plaisant à écouter. Il y a des vrais trucs qui vous restent en tête des jours et des jours. Sur cet album là du coup et sur l'autre, les autres aussi, mais sur celui-là vu qu'on parle de celui-là, et pour moi c'est un des albums de l'année tout simplement. De toute façon je l'avais dit à l'époque du podcast quand on en a parlé, je le redis maintenant, donc voilà pour Glitterer. Life is not a lesson. On va passer à la dernière enfin. Vous vous rendez pas compte, je pense, à quel point c'est fastidieux de parler. Enfin, là, au niveau du montage, j'en sais rien, mais ça fait 1h30 que je parle tout seul de trucs. C'est toujours une galère, ça va le faire. Il reste une sortie du coup. Une sortie et pas des moindres, parce qu'il s'agit de, je pense, top 2 ou 3 des sorties que j'ai le plus écouté. Entre le Warn et le Glitterer, ça se joue à très très peu. Et à raison, parce que c'est énorme, c'est un truc que moi qui m'a beaucoup parlé. On va parler de Oi Boys et de l'album éponyme, du coup, Oi Boys. Alors du coup, c'est un groupe qui est de Metz, qui est un groupe... Alors le groupe s'appelle Oi Boys, ce qui peut être un peu trompeur, parce qu'on peut s'attendre à un truc de Oi, forcément quoi, un peu frontal, ou un truc de punk, un truc comme ça. C'est vachement cold wave. J'avais lu un article qui disait que c'était de la street wave, je crois, un truc comme ça. Aucune idée si le genre existe ou quoi. Ça correspond bien, je trouve, dans le truc. C'est-à-dire que dans le chant, dans la façon de scander les paroles, d'expliquer ce que le mec a expliqué, parce qu'il a des trucs à expliquer visiblement. Il y a un côté oi. Par contre, dans la musique, etc., c'est vachement cold, quoi. Enfin, dans le sens le plus large du terme, quoi. Il y a ce truc un peu froid, un peu clavier. Enfin, il y a des claviers, hein, c'est sûr. Une guitare, une basse ultra présente, etc. Il y a quand même ce truc dans le son, qui moi me fait penser à des trucs cold punk ou ce genre de choses, quoi. Je sais pas si, pour parler d'un truc qui est un peu dans le même coin de la France, même si c'est pas vraiment le même style en vrai. On pourrait parler de Douche Froide par exemple, qui est de Lille, ou de ce genre de groupe là, tu vois, mais c'est pas la même chose non plus. Faut pas se dire que vu que je dis ça, je dis que c'est pareil. C'est juste, il y a un délire au moins dans la musique, dans l'instrumental, qui fait que ça s'en rapproche, parce que c'est très dur à définir en fait. Oi Boy, c'est comme je vous ai dit, il y a ce côté oi aussi qui est particulier, et du coup c'est très compliqué. Tout ce que je vous conseille, c'est d'aller écouter tout simplement. Moi j'avais pas adhéré quand j'avais écouté la première fois, j'avais écouté un morceau il me semble, j'avais pas écouté l'album en entier. C'était Nemo qui m'avait un peu incité à réécouter le truc, je crois, et des potes aussi qui avaient écouté le truc pas mal, et franchement j'ai bien fait, parce que franchement c'est un truc que j'ai plus écouté de cette année. Les paroles c'est assez résonnant, je pense, pour quelqu'un qui a au moins fait sa jeunesse. Je pense que c'est encore plus résonnant pour une certaine branche de la population, mais il y a une branche de la population, celle qui a fait sa jeunesse dans la zone et tout, enfin de zoner et tout. Enfin, ça peut que parler, ça parle beaucoup d'alcool, de ce genre de trucs. Moi, ça fait beaucoup résonner de trucs en moi. C'est assez poétique la façon dont c'est écrit. Bon, il y a des chansons qui parlent un petit peu plus de trucs, genre d'amour, etc. Mais tout ce côté subir, en fait, presque subir la nuit, ou je sais pas si c'est vraiment la nuit, mais subir les sorties, quoi, subir le fait de zoner, etc. C'était des sujets qui étaient déjà abordés dans des trucs un peu oi françaises, mais là c'est fait avec une poésie qui est hyper particulière, qui moi ça m'a vraiment parlé, quoi. Pour le coup, ça m'a vraiment retourné, et franchement c'est un de mes albums de l'année. J'ai dit tout à l'heure que c'est top 2 ou 3, mais franchement je me demande si c'est pas l'album que j'ai le plus écouté cette année, parce qu'en fait
En fait, les morceaux sont chacun indépendamment des gros tubes, et en fait, tu réécoutes les morceaux de façon indépendante, ce que je fais très rarement, quoi. Et du coup, bah là, ça a été le cas. Et en fait, c'est un truc qui a beaucoup marché cette année. Donc là, j'en profite d'en parler, mais voilà, faut savoir que ça a beaucoup tourné cette année. Si vous étiez pas tombé dessus, bah du coup, c'est l'occasion de découvrir. Mais il y a beaucoup de gens là, je pense, qui regardent et qui connaissaient, en tout cas en France, tout le monde est français aussi, mais du coup voilà. On avait vu aussi ce groupe-là, Boys, ils ont fait une tournée, ils ont fait une micro-tournée, là, enfin une bonne tournée quand même, en France, et on les a vus 2 fois. Alors on les a vus entre Rennes et Nantes, dans un squat. Énorme concert. Première fois qu'on les voyait, tout simplement. Ça devait faire partie de leur premier concert, genre 2 ou 3e, un truc comme ça, et c'était vraiment cool. Ils avaient ouvert la soirée, et c'était déjà énorme. Le Syndrome 80 est fermé cette soirée-là, et c'était genre incroyable aussi, mais bon bref. La deuxième fois qu'on les a vus, et la dernière fois que je les ai vus du coup, c'était à Rennes. C'était quasiment une semaine après à peine, parce que c'était dans la tournée en fait, ils étaient repassés par Rennes. Là, je sais pas, il y a un truc qui a changé en une semaine, je pense que c'est les dates qu'ils ont fait, parce que c'était cool. La première fois c'était cool, hein, c'était très bien même, mais la deuxième fois c'était le feu de ouf. Ils jouaient un peu plus tard, les gens connaissaient, tous les gens connaissaient les paroles, c'était incroyable. Alors, il y a des paroles qui restent en tête parce que t'écoutes l'album et tout, ça te reste en tête. Mais là, tout le monde, enfin tout le premier rang, connaissait les paroles et était on fire, quoi. C'était hyper. Ça fait bizarre pour un groupe qui est assez récent, mine de rien. Je vais pas parler plus longtemps de Hot Boys, je vous mets un extrait. Franchement, pour ceux qui auraient des réticences, machin, même avec l'extrait que je mets ou machin, écoutez quand même l'album avec les paroles sous le nez. Je sais pas s'ils ont mis les paroles sur le Bandcamp depuis. Mais ça vaut le coup, franchement, ne serait-ce que pour ce que ça raconte, ça peut faire résonner des trucs en vous, je pense, comme moi, ça a fait résonner des trucs en moi. Mais en vrai, let's go, boys, quoi, c'est parti. Et du coup, j'espère que ça va bien marcher pour eux. Tu sais, on est toujours là, dans les bars, dans la ville, on pense encore à toi. On pense à lever nos verres. Du coup, comme promis, on va passer à la FAQ de début 2022 en fait. Je pense que j'avais envie de faire ça pour 2 raisons, parce que je pense que c'est une bonne, non, pour 3 raisons. C'est une bonne manière d'avoir des retours en fait, parce que mine de rien les retours, j'ai quelques commentaires etc. des fois sur le podcast. Il y a aussi en IRL quand c'est arrivé que certaines personnes viennent me voir en vrai pour me demander des trucs sur le podcast, ou viennent juste discuter etc. me pose des questions, c'est cool. Donc du coup je pense que c'est une bonne manière c'est bateau à dire, mais d'avoir ce lien là avec vous pour que je sache qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous voudriez voir etc. C'est intéressant. La deuxième raison, c'est que finalement en fait avant que moi le podcast, quand je l'ai lancé, et même la vidéo et tout que j'ai fait l'année dernière, je pensais vraiment faire ça pour moi, en mode valve de dépressurisation, pour pouvoir avoir quelqu'un avec qui parler de hardcore, quoi. Que ça fasse 12 vues ou 250, je m'en foutais. Maintenant le podcast, une grande chance, il marche bien en fait, il marche plutôt bien, enfin je trouve que ça marche nickel, enfin moi j'espère pas mieux, quoi. Et du coup tant mieux s'il y a des gens qui en plus écoutent ça ne me fait que d'autant plus plaisir. Et du coup, comme j'avais lancé ça un peu en mode coup de tête etc., j'avais quand même le projet qui me trottait, mais il y avait un peu ce côté on le fait direct et tout machin. J'ai pas eu vraiment l'occasion de me présenter moi depuis le début de ce truc là. Alors au fur et à mesure, pour ceux qui suivent le podcast régulièrement, vous avez pu des fois on parle de nous avec Nemo, on parle de ce qu'on aime, de pourquoi on a écouté ci, pourquoi on a écouté ça etc. Qu'est-ce qu'on écoute en premier. Alors c'est déjà des sujets dont on a parlé, mais je me suis dit ça peut être cool de marquer le truc de qu'est-ce que les gens ont envie de savoir, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir de façon générale, que ça concerne le podcast ou moi-même.
Et la dernière raison de pourquoi faire ça, c'est aussi beaucoup parce que la FAQ, c'est un format hyper simple. J'ai pas trop à me creuser la tête pour trouver un truc à faire quoi, pour le bilan, donc c'est cool. Donc voilà, je suis un peu un arnaqueur de base, mais ça me va. When I step up in the club, I be glistening with a glaze. I would let you hit this crown, but you bitches can't behave. I would let you hit this fire, but you bitches smoking sage. Better catch up with your kind, cause you tipping from your grave. When a nigga catch a slip. Donc du coup les questions je vais les lire dans l'ordre, forcément je pourrais pas tout poser, donc les gens qui m'ont posé 2 questions par exemple, c'est très gentil en fait, hein. Merci à tous ceux qui ont posé des questions d'ailleurs, il y en a eu quelques-unes quand même, c'est cool. Juste les gens qui ont posé 2 questions, j'en prendrai qu'une par exemple, et les questions que je trouve moins pertinentes, j'y réponds pas forcément. Bref, je suis obligé de choisir de toute façon quoi. Donc on va commencer par le début, donc avec Lou, Shoutout, qui me demande quels sont, est-ce que je serais chaud d'interviewer les groupes qui jouent au Super Bowl cet été. Alors en fait, donc là, typiquement, ça rentre dans le cas de figure que je disais juste avant, c'est que je m'étais même pas posé cette question-là, en fait. Très bonne question. Pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait se faire. Alors le truc, c'est que je sais qu'au Back to Life, Matt avait fait ça. C'est assez compliqué de trouver le temps, de machiner, machin, de trouver le temps d'interpeller les groupes. Je pense que ça pourrait être cool d'en avoir quelques-uns, pas tous. Évidemment, si je peux avoir Morning Again ou Terror, je suis content, Scott Vogel. En fait, ça dépend au niveau du temps, ça dépend au niveau de Joe et Matt et tout ça, toute l'équipe du Super Bowl. Comment on peut s'organiser pour faire ça? Ça pourrait potentiellement se faire si c'est assez simple à mettre en place, je pense. Pourquoi pas, même plus largement, je sais pas, un vlog ou quelque chose, enfin c'est quelque chose que j'ai jamais fait, pourquoi pas le faire à ce moment-là quoi. Ensuite, on a Quentin de Joe Crack qui me demande de parler de mes groupes. Alors, plusieurs personnes qui m'ont posé cette question-là, parce que en fait c'est un truc que j'en parle en IRL, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le podcast, il me semble pas. Mais à l'heure actuelle, il y a des groupes dans lesquels je suis dedans qui se montent. J'ai pas trop envie de teaser les trucs parce que vous savez ce que c'est. Je vais pas mettre mettre de l'eau à la bouche ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi, et qu'en fait le podcast ou ça devienne une espèce de tricherie pour... ça me met bof à l'aise d'en parler comme ça, de faire une espèce de promo dans ce que je fais autre que ça. Juste tout ce qu'il y a à savoir, c'est que comme je sais pas faire de musique, dans ces 2 groupes, je suis au chant. Il y a un groupe où au début en tout cas je composais, ou en tout cas je trouvais des riffs et tout, machin, et qu'on a tout mis à plat et tout, et qu'il y a un groupe plus avancé que l'autre, et que j'espère, normalement, vous devriez m'entendre chanter, vous devriez entendre ma voix avant la fin de 2022. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait arriver. J'espère le plus vite possible, mais voilà. Bastouf qui me demande: que penses-tu de la scène actuellement, l'exposition, les groupes émergents, les têtes de liste? Alors, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais sur Worst Up tout à l'heure. Alors, je pense que tu parlais des groupes français, j'imagine que tu parlais des groupes français. Si on parle de l'international, très rapidement, ma réponse, elle va être succincte, c'est que l'international et surtout les États-Unis d'Amérique, ça change tout le temps en fait, c'est tellement mouvant qu'en fait il n'y a pas d'émergence plus que d'habitude, c'est un mouvement underground il y a des mouvements qui naissent, d'autres qui meurent, etc. C'est jamais sur une pente descendante, jamais vraiment sur une pente montante, c'est toujours plus ou moins là, plus ou moins pas là. Pour la scène française, tout simplement, je peux que être ravi, enfin comme je l'expliquais pour Worst Up, en fait on peut que être ravi de voir que tout bouge, que les choses s'améliorent, que les gens se bougent vraiment le cul pour faire des choses, pour organiser des concerts, faire des groupes, faire des projets, que ce soit un podcast comme ça, un podcast, une chaîne YouTube, bref, un label ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire ça. Moi, j'ai toujours vu le podcast ou le zine, c'est très DIY, enfin moi par exemple pour ce qui est du podcast, j'ai des formations dans tout ce qui est audiovisuel, etc. Seulement on reste sur un truc très très simple, on parle de choses qu'on aime, etc. Et franchement, c'est pour aussi qu'on fait tous ces trucs-là, le zine, le podcast, c'est pour montrer que c'est assez simple en fait de faire un truc et que ça demande pas plus de... Enfin, ça demande un effort, c'est sûr, un effort d'organisation, voilà. J'essaye toujours d'avoir cette... je trouve pas mes mots là, mais d'avoir ce mood-là, quoi, de transmettre ce truc-là, en fait, c'est simple de se lancer. Enfin, là, le truc que je fais là typiquement...
Je parle pendant presque 2 heures là, de tout seul de hardcore. Si vous aimez le hardcore, je pense que vous pouvez tenir tout aussi longtemps à parler de hardcore. Enfin, moi, je me considère pas du tout comme quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc, si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut le faire. Et ça demande juste, oui, un peu de compétences, un peu de matériel. Mais ça, c'est le temps qui le trouve et il n'y a pas de problème avec ça. Même un téléphone, ça fait le taf. Franchement, on écoute des trucs des fois qui sont produits tellement avec le cul que franchement, on va pas se plaindre du matos. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question en fait. Que penses-tu de la scène actuellement ? Bah si, j'ai répondu. Non, c'est ça, c'est que je la trouve enfin comme tu dis, émergente, ouais. On est sur une pente montante, je pense, en France. Il y a pas de souci. J'ai aucune crainte pour la suite du hardcore en France. Nous, on continuera à faire le podcast, il n'y a aucun problème. Le zine, je vous ai dit qu'il y avait de la musique qui arrivait de mon côté. Aucun souci. Je pense qu'on est sur une pente plutôt en confiance sur la scène française. Voilà. Quentin, donc, qui est l'ingé son pour ceux qui suivent Disengage, hein, Quentin qui est l'ingé son de Disengage, qui me demande c'est quoi les prochains invités. Alors en fait les prochains invités c'est assez simple, si vous avez suivi, on devrait reavoir Constantin et Guy pour parler de ce qui s'est passé avec World to Win et d'autres choses en IRL, j'espère. Alors de là à savoir quand est-ce que ça va se faire, je pense que ça se fera quand eux seront prêts à venir. On va pas se presser pour ça, mais déjà ça fait un invité qui va arriver. J'aimerais bien reprendre des Rennais en fait. Voilà. Donc je pense que dans les prochains invités il y aura des gens de la scène de Rennes, il y a moyen. Peut-être de la scène de Nantes aussi, peut-être, je sais pas, potentiellement. C'est pas genre se recentrer sur Rennes, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de montrer ce qui se fait ici, parce que moi j'ai beau faire un truc couverture nationale médiatique du hardcore, c'est hyper bizarre de dire ça, mais on se limite pas à Rennes, mais on est quand même content et ouais, fier d'avoir cette scène là ici, donc on en parle. Et puis moi, je l'ai toujours dit, c'est une scène qui m'a il y a pas à Rennes, il y a pas la scène de Rennes, j'écoute pas de hardcore, je suis pas là à vous parler, donc clairement j'ai envie de lui rendre hommage aussi, quoi. Donc oui, je pense qu'il y aura des groupes rennais tout simplement, voilà, dans les prochains invités, j'espère. Tes styles favoris hors hardcore et toutes ces conneries guitarisées, me demande Pierrot. Je me suis mis à écouter du hardcore tard, comme je l'ai dit il y a quelques minutes là. Et avant j'écoutais du métal. En fait j'ai découvert le métal tardivement. Je devais être à moitié de lycée. Et du coup j'ai découvert le hardcore j'ai peut-être mis 1 an avant de vraiment écouter du hardcore et découvrir le genre. Du coup j'ai eu toute une longue période de ma vie où j'écoutais pas du tout ça. Donc ta question est pertinente du coup. Bien sûr j'ai eu les périodes de Linkin Park, Slipknot, etc. quand j'étais gamin. Mais j'écoutais surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, du hip-hop et de l'électro. Pour ce qui est du hip-hop, on écoutait, c'était le ASAP Mob avec ASAP Rocky, etc. Putain là ça parle d'un truc assez... 2012. Il y avait donc Code Future que j'écoutais énormément, c'est là où j'ai découvert Trash Talk notamment, beaucoup la scène suédoise européenne, Younglin, etc. Que j'écoutais beaucoup. J'ai un peu décroché depuis, j'avoue, mais j'y reviens souvent. Younglin, je pense que c'est l'artiste hors metal et hardcore que j'écoute le plus. Franchement, c'est un artiste que j'avais découvert avec l'album Unknown Death, pour ceux qui connaissent, et j'ai pas lâché depuis. Donc Unknown Death, ça date quand même de son début de carrière quasiment. Et là on est à Stars là, qui est sorti il y a 2 ans maintenant je crois, et j'ai pas lâché, j'ai écouté tout dès qu'il sortait un truc, donc je pense que c'est l'artiste hors métal que j'ai le plus écouté. Sinon j'écoutais de l'électro beaucoup, j'en écoute de plus en plus, je pense, de la musique électronique, surtout de la techno, genre là je suis mis à vachement poncer, surtout avec Nemo aussi qui est vachement déter là-dessus, qui monte plein de trucs et tout, de techno, d'acide et tout, de techno indus. Sinon un peu d'alt rock, du shoegaze, des choses comme ça. Il y a vraiment des styles avec lesquels j'ai du mal, je pense, c'est genre le ska, ce genre de choses, j'ai vraiment du mal. Ça c'est des trucs que je n'irais pas écouter de moi-même en tout cas, mais sinon je vais sortir El Famoso, phrase de connard, j'écoute de tout de toute façon, parce que c'est le cas quoi, donc nique sa mère en fait. Tout simplement, donc tout simplement voilà, pour te répondre, pas mal de trucs, voilà. Did qui me demande ton premier morceau d'un album ou d'EP préféré. La track qui met direct d'accord. Alors j'ai une réponse super simple. La question simple, réponse simple. Je pense la première track de Songs to Scream at the Sun de Avert. Hein. Donc je crois que la première track c'est Boston, je crois. Donc la musique qui parle de Boston, de la ville de Boston. T'écoutes l'album pour la première fois de ta vie, tu connais pas Avert, tu lances ce truc-là, tu tombes sur ce morceau-là. Je pense que ça te parle à vie quoi. C'est terminé quoi, terminado. Au revoir. En fait ta question je l'interprète beaucoup en mode un morceau peut être cool au début, mais un morceau vraiment qui claque de ouf, il peut vraiment genre mettre d'accord aussi. Le morceau qui met direct d'accord aussi, mais sur un autre critère, c'est le premier morceau de Broken Ties, Spoken Lies, du coup de Shattered Realm, Showdown. Voilà, j'avais complètement oublié le nom du morceau, qui du coup est genre c'est comment commencer un album d'une manière hyper vénère quoi, voilà, tout simplement. On arrive à la fin des questions, petite salve, trois dernières questions.
Non, on va faire trois dernières questions. Allez, trois dernières questions, c'est parti. Mélissa qui me demande, est-ce que vous serez toujours deux avec Nemo à présenter? Alors, écoute, en vrai, je trouve que le duo, il marche bien. Enfin, on est potes depuis longtemps maintenant. Deux personnes, je pense que c'est assez gérable. Je me vois mal avec trois personnes. Je sais que l'Aude et Nouilles, ils sont trois, voire quatre. Ils sont censés être quatre, mais ils sont souvent trois. Et en fait, eux, ils n'ont pas d'invités. Donc, comme ils n'ont pas d'invités, ils peuvent se permettre d'être un peu beaucoup. Enfin, 3 ou 4, j'estime que c'est pas mal pour un podcast. Et du coup, pas avoir de problème vis-à-vis de ça. Sauf que moi, je me vois mal avec une troisième personne à gérer, parce qu'il faut faire parler les gens. Si moi, Nemo, on est que deux, donc en fait, il peut parler, échanger avec les invités, etc. Si on est trois, il commence à avoir du brouhaha, et je peux inviter moins de monde aussi, parce que nous, dans le podcast, on fera jamais plus de 5 personnes. C'est-à-dire que le maximum qu'on peut inviter, c'est 3 personnes d'un groupe. J'inviterai jamais un groupe en entier dans le podcast, c'est pas possible de manière logistique, et ça m'emmerde de faire 2 heures d'émission où il y a un mec qui est laissé sur la touche parce qu'en fait il y a tout le monde qui parle, et lui il peut pas parler. Enfin, il suffit que c'est même pas une question de timidité, c'est une question de si jamais la personne elle a une personnalité moins présente, elle va se faire effacer par les autres qui sont là, et c'est pas cool en fait. Donc voilà, tout simplement. Du coup, je vais répondre à ta question avec une réponse à une autre question. C'est qu'en fait, oui, on sera toujours deux, parce que je veux qu'on reste quand même dans un truc un peu intimiste, quoi, qu'il n'y ait pas trop de monde non plus dans le podcast. Du coup, voilà. Encore un poteau, Jocelyn, qui me demande Radio Libre ou petit stream Disengage à quand? Alors, Radio Libre, j'y ai jamais pensé, j'avoue, donc je ne saurais pas trop quoi te dire. J'avoue que putain, ça demanderait des compétences que je n'ai pas, donc je sais pas trop pourquoi pas, mais ou alors ça prendra pas cette forme-là. J'avais déjà eu une idée de faire un show radio plutôt, un truc, pour ceux qui connaissent Market for Life, j'en avais déjà parlé dans un podcast, je trouve ça tellement cool comme délire. C'est une meuf en gros qui fait vraiment un show radio à l'américaine, ça dure peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est une playlist en fait, mais qu'elle lance avec un stream deck, etc., en faisant des annonces et tout, hyper américain dans le délire, et ça fait super old school quoi. Moi je mettais ça à un moment pour aller au taf dans ma caisse, et t'as vraiment l'impression de, je sais pas, d'être un ricain là. Et du coup je voulais faire ça, sauf que ça demande pas mal de taf de montage, et du coup c'est un peu compliqué. Par contre, un stream Disengage, évidemment, vous vous doutez bien qu'on y a déjà pensé. Maintenant, moi, les compétences, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Genre, faire un peu de lumière, un peu d'image, un peu de son, machin, ça va. Faire du stream et tout, j'ai jamais fait ça de ma vie. Faudrait que je regarde comment m'y prendre. Ça pourrait se faire, pourquoi pas, de manière ponctuelle comme ça dans l'année. Faudrait que je récupère du matos, j'imagine que ça demande du matos. Et du coup, pour finir, on va finir comme on a commencé. C'est vrai que j'en ai parlé au début de la première partie. Le dernier Turnstile, surcoté pour un fan de hardcore. Turnstile. Moi, c'est un groupe que j'adore. Le Non-Stop Feeling, ça reste un de mes albums de hardcore, je pense, préférés, n'en déplaise à Boomerland qui pourra me critiquer pour ça. Mais c'est un de mes albums préférés. Step to Rhythm aussi, de ouf. Un petit peu moins fan de celui qui vient avant, j'ai oublié le nom, mais bref. J'étais beaucoup moins fan, et quand je dis beaucoup moins fan, c'est vraiment genre... Osef quasiment, de Time and Space. C'est pas un album qui m'a pas parlé plus que ça, parce que aussi je pense qu'il est assez différent de Non-Stop Feeling, et moi c'est vraiment sans mauvais jeu de mots, ce feeling là qui m'avait parlé. Donc du coup ça m'a un peu laissé de côté, Time and Space. Et du coup le dernier, on est encore plus dans ce truc expérimental et tout. C'est très très bien qu'ils fassent ça pour eux, si ça les machin. Moi je l'ai bien aimé, il y a pas de souci, je l'ai bien aimé, etc. Maintenant oui, c'est plus du hardcore dans le sens où on l'entend, et c'est-à-dire que ça peut être cool, etc. Ça reste plus du hardcore. Je le trouve quand même mieux à mon goût que Time and Space. Je l'écouterais pas comme j'irais lancer un Outburst ou un truc comme ça. Enfin, ça me semble... Ou même un Leeway qui est censé être proche pourtant de Turnstile à la base, ou un One Step Closer qui est mis dans un groupe récent mais qui représente vachement un peu dans ce truc mélodique et tout. Là on est sur un truc complètement différent, et en fait juste ce que je déplore en fait, c'est que quand un groupe américain de hardcore marche, il faut qu'il s'arrête de faire du hardcore en fait. Ça c'est un truc que je comprends pas, enfin ça me dépasse un peu. Je peux comprendre qu'on a envie de se développer musicalement, etc. Mais il y a tellement d'exemples presque vexants en fait d'artistes qui ont fait du hardcore pendant longtemps et qui après se mettent à faire tout à fait autre chose, que en fait ça devient un peu... L'exemple il est tellement foisonnant. Enfin, on a Code Orange,
On a Turnstile, il y a des groupes qui vont aller faire des trucs un peu plus métalliques, un peu plus death metal ou black metal, où on parlait de Kickback il y a pas longtemps, ok, ils ont fait plus ou moins du hardcore jusqu'à la fin, mais le dernier album il est quand même vachement éloigné du hardcore par rapport au premier. Enfin, il y a toujours ce truc de sortir du hardcore. On dirait que se développer musicalement, ça crée une envie de s'améliorer musicalement dans son projet, ça donne une envie de s'éloigner du hardcore. Moi, c'est pas un truc qui. Moi, quand un groupe fait ça, en fait, j'arrête d'écouter, en fait, tout simplement. J'arrête d'écouter. Non pas que genre, en mode aigri et tout, c'est juste que, moi, ce qui m'intéresse, c'est le hardcore. Si après le groupe. Là, l'album, il est très bien, et des gens vont passer les sons en soirée, y a pas de souci. Maintenant, Turnstile, bon, est-ce que ça m'intéresse de voir ça en concert maintenant, du coup, sachant qu'ils vont jouer ça, etc. C'est plus dans ce sens-là où je vais arrêter d'écouter, entre guillemets, un groupe. C'est juste que. Ouais, voir Code Orange qui fait des musiques de catch là en 2022, je m'en fous. Maintenant, je peux quand même écouter Code Orange Kid ou I Am King sans souci dans ma chambre et ça restera comme ça. Enfin, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, j'ai toujours eu un problème avec ce truc d'aller voir des vieux groupes en live, si on parle de façon plus générale. C'est pas un truc qui m'a botté plus. Enfin, voir Earth Crisis en 2022, ça, je m'en branle en fait, totalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des trucs neufs, quoi, parce que c'est une musique d'enfant en fait, le hardcore, quoi, presque. Donc, ouais, écouter des trucs et tout, mais voir en live, franchement, ça m'intéresse que guère. Donc voilà pour mon avis sur le dernier Turnstile, mais malgré tout, je le trouve quand même intéressant et cool, quoi. Du coup, voilà, on a fini avec la FAQ, on a fini avec ce bilan. Donc du coup, merci à vous de m'avoir suivi cette année, de nous avoir suivis cette année sur le podcast Disengage. Moi, je vous dis, je vais vous dire au revoir ici. Je vous remercie encore une dernière fois de m'avoir suivi cette année. Je sais pas pour la première de Disengage qu'est-ce qu'on va faire encore, parce que là, comme j'avais expliqué dans le dernier épisode, le podcast est en pause. Pour ce qui est de No Comply, on est en train de parachever le numéro 3 là, qui est en train, on espère sortir le plus vite possible, mais c'est vrai qu'on a beaucoup procrastiné ces derniers temps dessus. En espérant que ce petit bilan vous a plu, que vous avez kiffé, que vous avez tenu jusqu'au bout, là pour les derniers Warriors qui regardent jusque-là, merci d'avoir regardé en entier. Et moi je vous souhaite une bonne année encore une fois, et je vous dis à la prochaine sur sûrement le podcast ou sur les réseaux ou en concert ou peu importe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire comme mot de la fin? Faites des groupes, faites des projets, arrêtez de manger de la viande en 2022, c'est bon, ça suffit. Et puis le straight edge, ça existe. Si ça vous réconforte, c'est cool. Sinon, si vous en foutez, il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà. Bonne année les gars.